le protocole dicté pendant la première phase, et est-ce que c'est le même protocole qui a été reconduit ou là, c'est un protocole qui a été encore enrichi pendant la deuxième phase. Et ça pour permettre à nos jeunes confrères de répondre à la doléance. Oui. D'abord, il y a un protocole national du ministère de la Santé. La première phase. Quand je parle de tester, tracer, c'est des recommandations. Parce que, en fait, pour arriver à ce qu'on appelle les cas positifs, les cas suspects et les cas contacts. Donc il y a trois groupes selon les recommandations du ministère de la Santé. Mais dans toute science, il y a l'ishihad. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de... Alors, au départ, et heureusement on a commencé, comme tu l'as bien dit, on a compris a posteriori que cette grippe remontait quand même à quelques mois. Quelques mois, on a eu des cas qui sont passés comme ça, même en Europe. Il paraît au mois de novembre, ils ont reçu des cas. Au mois de novembre, au mois d'octobre, il y avait des cas de Covid. Et peut-être nous aussi, nous avons eu des cas. Mais l'alerte a été donnée au mois de février. Nous avons conçu des groupes de travail. Les groupes de travail, on a pris tous les protocoles thérapeutiques. Comme c'est un virus qui ne répond pas aux antibiotiques, il ne répond pas aux antibiotiques. Ce n'est pas un virus qu'on va lui donner, il va répondre aux antibiotiques. C'est un virus, et surtout, c'est la surinfection qui tue. Et c'est la coagulation qui tue. On a compris pourquoi il tue. Alors, on a pris plusieurs protocoles, on a essayé de compiler et de prendre le meilleur. La chloroquine, contrairement à ce que disent les gens, chloroquine c'est une vieille molécule qui faisait partie de tous les protocoles. D'emblée, la chloroquine, il y a la chloroquine 1945, découverte depuis 75 ans. Il y a l'hydroxychloroquine 1949, à peu près 5 ans après. Utilisée dans beaucoup de maladies systémiques. Elle n'a pas donné très peu de décès directement imputés à la chloroquine. Alors, nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris pourquoi la chloroquine a été attaquée, etc., etc. Bon, il y a d'autres choses que peut-être le scientifique. Oui, donc il y a des groupes d'intérêt, pour ne pas dire autre chose. Alors, la chloroquine, et on a ajouté des antibiotiques pour éviter la surinfection. Les antibiotiques, commençant par l'amoxicilline, l'acide clavulanique, comme ça a été indiqué dans le protocole français surtout. Le protocole saoudien aussi était un protocole de qualité aussi, sur le plan association d'antibiotiques, etc. Il y avait d'abord, je veux dire, l'association acide clavulanique, amoxicilline, acide clavulanique. Ensuite, les céphalosporines. Et après les céphalosporines, il y a les quinolones, des marches classiques en matière d'antibiotiques. Il ne faut pas s'attendre que l'antibiotique traite directement le virus. Il prend en charge la surinfection. Mais ce qu'il y avait à côté, c'est surtout le traitement anticoagulant, préventif et curatif. Et là, le réanimateur, il a beaucoup à dire sur le traitement anticoagulant. Il y avait l'avènement, et qui est survenu au milieu de la pandémie, c'est l'usage des corticoïdes, et surtout la dexaméthasone, et surtout les Anglais qui ont utilisé, et c'est des études, ils ont fait sortir la première étude sur la dexaméthasone, qui a sauvé à peu près 33% des malades sur une population importante. Et quand ils ont posé la question au prof anglais qui a mené l'étude, pourquoi la dexaméthasone et pas le solémédrol ou, comme surtout, j'ai pas de réponse. Donc j'ai pas de réponse pourquoi la dexaméthasone marchait très bien. Donc corticoïde, anticoagulant, plus tout médicament qui peut remonter, c'est la supplémentation. c'est tout, l'immunité.
il y avait la vitamine D, hein, on a compris aussi la vitamine D, la vitamine C et le zinc. 3 médicaments, 3 compléments, c'est des compléments alimentaires qui ont beaucoup donné. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on faisait des rectifications. Des rectifications. Rappelez-vous que les anti-inflammatoires, notamment tout ce qui est ibuprofène, etc., formellement contre-indiqués, les corticoïdes contre-indiqués, et nous avons mis dans il y avait une affiche de suivi et de prise en charge. Il y avait des catégories de malades par rapport à l'urgence, par rapport au traitement et par rapport à la stratification des groupes témoins, malades ou contacts. On a mis et on a mis dedans les corticoïdes. On a mis dedans les corticoïdes. Je cite aussi les antiviraux. Il y avait les antiviraux. Et le dernier, c'est le remdesivir. Le remdesivir, c'était le grand, comment dirais-je, c'était l'échec total, qui n'a pas fait sa preuve, il a été. Maintenant, on est aux anticorps antimoléculaires. Les anticorps, et d'ailleurs, ça a été testé pour la première fois chez le président américain, et qui a donné de très bons résultats. Et maintenant, le produit est commercialisé comme un traitement monoclonal, donc c'est des anticorps monoclonaux qui, paraît-il, sont excellents et qui peuvent donner des résultats extraordinaires sur le plan, surtout thérapeutique et sur le plan pronostic. Je ne sais pas si... Il y a d'autres familles d'antiviraux. Je ne sais pas si... Oui. À propos de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine a été écarté par l'OMS. Donc, je sais notre référence, c'est l'OMS. Donc, on veut. L'Organisation mondiale de santé. Mais l'hydroxychloroquine a fait sa preuve pour les maladies systémiques. Maintenant, le problème de la COVID-19, c'est la comorbidité et l'état, les malades, généralement, c'est des malades hypertendus, c'est des malades diabétiques, etc. Donc il y a toujours une comorbidité. Donc là, ce qui fait, la chloroquine a fait les complications de l'hydroxychloroquine, la toxadopathie, etc. Donc, c'est pour ça, donc, l'effet de l'hydroxychloroquine pour les maladies systémiques, c'était favorable quand même. Mais d'ailleurs, le problème, c'est différent. C'est pour ça l'hydroxychloroquine a été écarté, à mon avis. L'hydroxychloroquine donne un allongement du QT. Comme l'azithromycine peut donner un allongement du QT. C'est-à-dire, avant de donner moi, je sais qu'il y a des décès suspects, directement liés à la chloroquine. Hein, mais non répertoriés. On ne sait pas. Parce que c'est bien expliqué avant de mettre un malade sous chloroquine et même l'azithromycine normalement. Donc l'azithromycine aussi, elle peut donner un allongement du QT. Les deux associés, l'azithromycine et la chloroquine, les deux en même temps, chez un malade chez lequel on n'a pas fait au préalable un ECG, bien sûr c'est dangereux. Bien sûr c'est dangereux. L'OMS, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas suivi les recommandations de l'OMS. N'ont pas suivi les recommandations de l'OMS. Ils ont continué à donner de la chloroquine. La chloroquine, paraît-il, elle a un effet sur la charge virale. La charge virale. Mais malheureusement, on n'a pas profité pour faire la part des choses. Les décès imputables à la chloroquine et les décès directement liés à la Covid. Notre confrère de Saïda, si vous le connaissez, c'est pas Abbas. Il est décédé au 9e jour. Première dose de
Voilà. Donc, le jour où il a pris la chloroquine, il est décédé le jour même. Donc on a eu des décès. Donc voisin, le gars de Toufir Al-Rajili, il était bien, il est parti, il a pris la chloroquine, on ne sait pas. Mais tant qu'on n'a pas fait un diagnostic exact pour lier et imputer ce décès de sa chloroquine, on ne sait pas. Donc, au départ, on croyait à une guerre entre l'école de Marseille et l'école parisienne. Et Raoult, le professeur Raoult, jusqu'à maintenant, il défend la chloroquine. Et pour lui, la chloroquine n'est pas responsable d'accidents cardiaques, etc. Mais scientifiquement, elle donne un allongement du cul. Ok? Je passe la parole parce que là, concernant le problème de l'hydroxychloroquine, je pense qu'elle est donnée dans les maladies systémiques, ça dépend du système, les maladies inflammatoires. Donc moi, je rejoins le professeur, l'hydroxychloroquine, peut-être qu'elle a fait ses preuves en diminuant beaucoup la charge virale. Je laisse la parole au docteur Hachi, en tant que réanimateur, concernant le protocole établi en première phase, notamment l'hydroxychloroquine. Quels sont les résultats que vous avez constatés avec le premier protocole, qui n'était pas du tout un protocole, il y a des circonstances. Et puis, voilà. Je pense que ça fait plus de 9 mois qu'on a eu cette pandémie. Donc on s'est amélioré sur le plan prise en charge. Donc auparavant c'était la physiopathologie inconnue, on a affourné chez tout, mais avec le temps, on s'est rattrapé. Donc la première vague, on reçut des malades pour le cycle vital engagé, ça veut dire détresse respiratoire aiguë, que ce soit sujet jeune et sujet âgé. Les deux, on reçoit. Sujet jeune, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le sujet jeune, il fait un tableau de myalgie, il ramène avec lui une boîte de ibuprofène. Donc soit l'ibuprofène, c'est une indication médicale, soit l'automédication. Sujet âgé, sujet jeune, il venait avec une détresse respiratoire aiguë, un TDM qui parle d'une opacité envers-dépôt de plus de 75%, avec une boîte de ibuprofène avec lui. Donc, c'était une prescription médicale, et même c'était une prescription suite à une automédication. Pour le sujet âgé, il venait toujours avec un pronostic vital engagé, mais c'est un sujet qui est potentiellement insuffisance respiratoire, potentiellement cardiaque, potentiellement insuffisance rénale. Donc c'est un sujet âgé, avec une immunité déprimée. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des malades comme le sujet jeune. Une fois, on a assisté à beaucoup de... C'était un drame pour nous. Un sujet jeune qui parle et tout, il coopère et tout, et hop, il fait un arrêt cardiaque. Donc, avec le temps, on s'est rendu compte que l'ombre pulmonaire qui tue. Donc on ne donnait pas les anticoagulations à dose coagulative au début. Donc pour le sujet âgé, et même pour le sujet jeune, donc on donnait la chloroquine, c'est vrai, mais la chloroquine engendre des troubles de rythme, et ces malades, déjà ils sont en hypoxémie, et comme vous savez, l'hypoxémie, elle donne des troubles de rythme. Donc on assiste toujours à des troubles de rythme graves, avec intolérance hémodynamique, et les malades décèdent. Donc on s'est mis d'accord que pas de chloroquine en milieu de réanimation. Un malade qui est en détresse respiratoire, un pronostic engagé, hypoxémie, un pH acide, donc déjà trouble de rythme, engendre par l'hypoxémie, et on ajoute un chloroquine qui lui-même donne un trouble de rythme. Potentialiser. Voilà, il va potentialiser. Non, c'était dans les recommandations, c'était les propres initiatives. Voilà. La question que je pose, est-ce que c'était dans les recommandations de ne pas donner de la chloroquine ou c'était notre propre initiative? Notre expérience. C'était notre expérience. Concernant le... il y a un autre volet. Ça veut dire déjà il y a des sujets âgés qui ont été en confinement dans l'hospitalisation et pas dans l'unité de réanimation. On était toujours appelé un sujet âgé qui est dénutri, déshydraté, hypoglycémie, hyponatrémie et tout. On s'est rendu compte que le Covid, le virus, il ne tue pas, mais la dénutrition et la déshydratation qui tuent. Donc, qui dit confinement, dit personne approche de lui, même le sujet âgé, il n'a pas de sensation de soif, il n'a pas de sensation même d'appétit et tout. Donc, on s'est assisté à des malades en détresse vitale, soit décédés, soit en cas grabataire, qui m'égoule grabataire, déshydratation et tout.
Donc c'était le motif d'hospitalisation en réel, ce n'était pas la détresse respiratoire, mais les troubles métaboliques engendrés par la malnutrition et la déshydratation. Donc c'était une tranche de malades, normalement ce n'est pas un motif d'admission en réanimation. Et puis les gens dans le confinement ne sont pas habitués, c'est une maladie jadide et tout, donc ils croient que l'antibiotique est donné le chloroquine. Donc on trouve un sujet âgé, ou le confinement, une boîte de chloroquine, il charge sur une déshydratation. Carrément oublier le volet de nutrition, alors que c'est un volet très important. Donc malade, lorsqu'il rentre en réanimation maintenant, donc volet nutrition, réhydratation et troubles métaboliques, on est là. Parce qu'on s'est rendu compte que donc le virus n'a pas de traitement, mais pour renforcer l'immunité, il faut réhydrater le malade, il faut assurer les plans nutritionnels. L'anticoagulation, au début, on ne faisait pas l'anticoagulation. Avec le temps, 2-3 mois après, donc on s'est rendu compte que c'est une maladie thromboembolique et que la tempête inflammatoire, c'est elle qui engendre les accidents thromboemboliques, que ce soit cérébral, pulmonaire et tout. On a introduit l'anticoagulation à dose curative. Et comme vous le savez, c'est les Américains, ils font la thrombolyse. Ils font carrément la thrombolyse et on a qui introduit même le centre, les antivitaminiques. Là, on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais on fait l'anticoagulation à dose curative. Il y a un truc, il y a une différence entre la première vague et la deuxième vague, si vous me permettez. La première vague, en tant que réanimateur, on doit corriger l'hypoxémie. Parce que l'hypoxémie, c'est elle qui engendre des différentes perturbations métaboliques. Donc, le cerveau, il ne peut pas supporter une hypoxémie de plus de 5 minutes. Le cœur, le rein et tout, et tout. Donc, auparavant, quand on a fait la ventilation, comment apporter, quels sont les moyens, ou comment apporter cet oxygène à ce malade-là. Auparavant, les malades dans le confinement, ils étaient sous lunettes d'oxygène, avec cylindre d'oxygène. Le problème qu'on a, à chaque fois, on était sollicité pour assister à un malade qui est en pronostic vital engagé ou avec des saturations et tout. On trouve que le malade, qu'il enlève la lunette et tout. C'est-à-dire que les malades, les sujets âgés ne sont pas coopérants. D'où le manque le garde malade. Il y a un 40-50 malades avec 4 infirmiers, mais il n'y a pas de lunettes à tout le monde. Alors que le garde malade dans l'hôpital, il fait une grande charge. Alors un sujet âgé, à chaque fois il enlève les lunettes, il tombe dans les mais il y a tout. Des fois, c'est les morts, il décède le sujet âgé à 2 h du matin par hypoxémie, ta saturation à 30%, 20%, où il ne peut pas la lunette. On peut prendre l'initiative, c'est que tout le côté, tu fais la visite, le confinement, alors que ce n'est pas ton travail. Et tu fais apprendre les gens comment plaquer le masque et comment faire la lunette. Des fois, la lunette, il ne les rattache pas ça veut dire, au niveau de la nuque. Alors, il y a une astuce pour plaquer la lunette pour qu'elle reste bien attachée au malade. Parce que c'est un sujet âgé qui n'est pas coopérant. Donc, avec le temps, avec la charge du travail, donc, on s'est dit, les sujets âgés qui ne sont pas coopérés, on doit les admettre en réanimation. Mieux, il y a un malade, où il y a un pronostic qui est déjà engagé, où je ne peux rien lui faire. Et vous allez les intuber? L'intubation est nigérienne. Non, par rapport à ces malades. Là, on ne les tue pas. L'oxygénation avec le masque, avec la VNI, donc ils récupèrent. Alors, à un stade avancé, oui, le côté d'hospitalisation, ils ne mettent pas de lunettes. On a des malades qui saturent à 30%, tu es obligé de l'intuber. Une fois l'intubation, une fois le décès. Et maintenant, la particularité, ça veut dire auparavant, on ramenait les malades en détresse vitale, BNI. Mais avec le temps, la visite, donc on trouve des malades dans un état déshydraté, dénutrition, ils ne sont pas coopérants, un sujet à 80 ans, et tout, et son oxygène et tout. On ramène les malades, je le rattrape à temps, les malades qui sont déjà en pronostic vital engagé. Il y a des sujets âgés. Qui travaillent des sujets âgés, soit oxygénothérapie simple par lunette. Si je dois augmenter le débit d'oxygène, si je dépasse les 6 litres, il faut par masque d'oxygène. Et puis je masse par le CPAP. La CPAP, elle a changé le pronostic vital carrément. Donc, la CPAP, elle a une très grande place dans la réanimation pour ne pas passer de l'intubation. Parce qu'il dit l'intubation, on met un tube en endotrachéal.
déjà c'est une maladie inflammatoire. Avec un tube, on va aggraver l'inflammation. Voilà, c'est ça. Donc la CPAP, la ventilation VNI, elle a amélioré le pronostic vital. Quand on a la ventilation, le support ventilatoire, donc auparavant le sujet jeune, on n'intubait pas. Ça veut dire qu'on compte avec lui les différents dispositifs, lunettes, l'oxygénateur, lunettes, masque, puis un CPAP. L'optifleur, on n'a pas. Donc après, on passe à l'intubation. Donc avec le temps, on a perdu beaucoup de temps pour le sujet âgé. Lorsqu'il tombe en hypoxémie, l'acidose, perturbation hémodynamique, une fois on intube, il part, il décède. On s'est rendu compte que le sujet âgé, il faut anticiper l'intubation. Le sujet jeune, il faut anticiper l'intubation, le ventiler pendant 7 semaines, 7-10 jours et tenter l'extubation. Entre-temps, il faut faire le temps. Il faut la réhydratation, la nutrition, le traitement, traiter la surinfection et l'anticoagulation et la dexaméthasone. Alors que le sujet âgé, on n'anticipe pas l'intubation en l'air, c'est qu'une oxygénothérapie par lunette, ça veut dire qu'on doit être patient avec ce sujet âgé. Donc on arrive à un stade de CPAP et le malade, le sujet âgé, il récupère. Les désordres, autre chose, c'est les complications. Les complications, c'est le malade lorsqu'il tape en insuffisance rénale aiguë. C'est une entité qui a l'hémodialyse. Donc malade qui fait un Covid, il est ventilé sédaté, et fait l'hémodialyse. Donc l'unité hémodialyse, elle se trouve au-dessus, et un malade intubé se trouve en bas. L'unité hémodialyse, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de fluide d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène pour ventiler le malade. Une fois on débranche le malade, on le déplace dans l'unité, il nous faut des fluides, l'appareil et tout. Donc il y a toutes ces difficultés qu'on trouve quotidiennement. Mais avec le temps, si je parle de la thérapie, on s'est amélioré. Maintenant, le problème, c'est que la surinfection et l'antibiothérapie, on est limité. Donc, un pharmacien qui ramène que le C3G, c'est tout. Si tu changes du supranolone, quinolone et il n'y a que du plafond. Donc, on est limité par la surinfection, parce que la surinfection, c'est celle qui tue. Et on est limité la prise en charge, comme on a dit au début, c'est une maladie thromboembolique. Donc on avait des malades en réanimation qui ont développé un AVC ischémique récent. Donc comment thrombolyser? Oui. Je m'excuse, vous avez dit que vous êtes limité à traiter la surinfection. Ça, au milieu hospitalier. En milieu hospitalier. Ça fait, si vous donnez une ordonnance aux parents, ils peuvent vous ramener l'antibiothérapie nécessaire. Là, c'est des antibiotiques à usage hospitalier. Voilà, parce que ça, c'est destiné au public. Donc, c'est un problème, c'est des antibiotiques à usage hospitalier. Voilà. Donc, à l'hôpital même. C'est l'IV. Il n'y a pas autre chose. Ça devrait être les alternatives, c'est des alternatives qui sont des gens qui ne sont pas. C'est-à-dire ne sont pas au courant de la physiopathologie, de l'état de choc, de l'hypoxémie, de malades en réanimation. Ça veut dire lorsqu'un réanimateur il demande quelque chose, il y a une raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas discuter avec le réanimateur, faire toutes les choses. Ça veut dire. Les besoins sont là. Voilà. Il n'y a pas une alternative. Voilà. Donc, qui m'a dit que le volet nutritionnel est très important pour les malades comateux. Et la surinfection est très importante. Alors là, si les malades comateux ne peuvent pas manger, on les gave. Il n'y a pas de diététicien, parce qu'il faut savoir que le comateux il est en hypercatabolisme. Il faut renforcer l'immunité. Voilà. Donc, j'ai dit une diététicienne, il dit un repas pour un malade de ration. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il faut renforcer l'immunité. Il faut parler beaucoup, il faut se baser sur le bilan nutritionnel du malade comateux pour pouvoir améliorer les pronostics vitaux. Voilà. Merci, Dr. Hachim. Merci Hachim, vous avez bien expliqué dans les différentes phases. Donc, le protocole de traitement, le premier, le deuxième, donc surtout le traitement de la surinfection. Aujourd'hui, donc, à travers votre approche et à travers l'approche du professeur Ziane, nos amis, nos confrères privés ont aussi participé au traitement de la Covid. Et c'est en prenant en charge le malade, parce qu'il faut savoir une chose, que la Covid actuellement, chez nous, est perçue comme étant une maladie honteuse. Chez le public, il est perçu comme une maladie. Donc, il préfère être traité chez le privé, en ambulatoire, que de partir
vers l'hôpital. Et lorsqu'il vient chez vous, il vient en phase finale. Donc, mais quelquefois, le traitement pris au début chez le médecin de libre pratique donne des résultats en ambulatoire.